Bonjour Pascal Pierrat. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? En Ça cette, va, je vous remercie. en Mieux que cette, la France? oui, mieux que la France actuellement, mieux que l'Europe, mieux que l'Occident, de manière assez générale. On est face à des enjeux assez importants. C'est un euphémisme. Euh, on a des actualités dernièrement qui sont marquantes. On a une insécurité qui ne cesse. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs que lundi, nous recevrons Claire Géronimi, porte-parole de l'UDR, qui a écrit un livre sur ce qu'elle a subi, qui fait directement écho à ce dont on va parler en partie ce matin, le viol d'une nonagénaire par un OQTF. De la même manière, ça a été le même profil, le même type de profil pour Claire Géronimi. On en parlera lundi. Pascal Pierrat, vous êtes eurodéputé du Rassemblement national, mais aussi magistrat pénaliste. C'est dans ce cadre également qu'on vous reçoit ce matin. Comment réagir au fait que ça ne cesse d'arriver. Disons que on a trop d'exemples ces dernières années. On a eu la petite Lola, on a eu le cas de Philippines, on a des cas qui s'accumulent d'agressions sexuelles, d'agressions dans les transports, de viols. On a également des meurtres. Pour autant, ça arrive encore, ça arrive à nos grands-parents. Aujourd'hui, cette nonagénaire a été violée par un OQTF dans le sud de la France, à Nice, si je me trompe pas. C'est inadmissible de voir que ça se produit encore, Pascal Pierrat. Oui, alors, d'abord, il faut poser le constat. Le constat aujourd'hui, c'est que les chiffres de la délinquance ne sont pas bons et qu'ils s'aggravent d'année en année, je dirais quasiment de trimestre en trimestre. Vous savez, je suis particulièrement les statistiques qui sont données par le ministère de l'Intérieur lui-même, et on voit une hausse des atteintes physiques aux personnes qui est absolument constante. Donc, c'est important de dire ça parce que ça vient objectiver ce que nous voyons tous et toutes en fait dans la rue. Et ça vient objectiver cette peur qu'ont maintenant la majeure partie des femmes de se promener dans la rue quasiment quelle que soit l'heure. Voilà. Donc les chiffres sont là, c'est une réalité et c'est une réalité qui est mise en relation avec l'immigration. Ça maintenant ce n'est plus un sujet tabou. Les pouvoirs publics, alors je mets à part Laurent Nunez qui, dimanche encore, persistait à indiquer qu'il n'y avait pas de lien entre l'insécurité et l'immigration. Bon, en fait, on sait tous que ce débat n'est plus tabou. On sait tous qu'il y a des chiffres, d'ailleurs, qui sont donnés régulièrement. Et évidemment, les gens ne peuvent plus supporter cela parce que tout cela est devenu problématique au quotidien. Alors, vous m'interrogiez sur la question de cette pauvre dame. Cette affaire fait écho à une autre affaire qui s'est déroulée au Mureau en décembre, dans les mêmes circonstances, avec l'agression sexuelle et les violences très importantes sur une dame très âgée à son domicile où elle a été ligotée. Bon, alors il y a un type d'agression sexuelle liée à l'âge. On le sait, de façon criminologique, on sait qu'il y a des gens qui s'attaquent à des personnes âgées. Bon. Maintenant, le nombre d'exemples qui sont rapportés par la voie des médias, évidemment, sensibilise particulièrement l'opinion, et d'autant qu'il s'agit d'OQTF. Parce que, si vous voulez, la question qui se pose, elle est très simple. Nul n'est besoin d'être juriste pour la comprendre. Nul n'est besoin d'être magistrat. En réalité, quand quelqu'un est victime de ce genre de fait par un OQTF, la vérité, c'est qu'il faut regarder l'État en face et lui dire comment se fait-il que cette personne ait encore été sur le territoire national. Parce que si elle ne l'avait pas été, je n'aurais pas croisé son chemin. Voilà, les choses sont extrêmement simples. Et là, on touche du doigt l'abandon total de la protection de l'État envers ses concitoyens. J'aimerais qu'on écoute sur ce même sujet Gabriel Cluzel sur CNews donner également son regard. On l'écoute tout de suite.
C'est le microcosme féministe. Vous savez, il y a des centaines d'associations dédiées à la... Non, mais c'est ma faute parce que j'ai baissé la voix, alors ça me prêtait à confusion. Dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez combien on leur donne? Le montant des subventions, c'est 60,1 millions d'euros en 2024, soit le double de 2020. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces associations féministes qui sont censées défendre les femmes et lutter contre les violences qui leur sont faites? J'ai parcouru les... On vient d'entendre Gabrielle Cluzel, effectivement, parler de ces associations féministes qui sont sursubventionnées. Dans la seconde partie, effectivement, de son témoignage sur CNews, elle expliquait qu'en fait, on voit tout ça et pour autant, pourquoi est-ce qu'il y a encore des actes comme ça qui arrivent? Est-ce qu'il y a autant d'argent, d'énergie, de subventions qui sont mises justement pour faire en sorte que tout ça s'arrête aujourd'hui, Pascal Pierrat? Ah ben bien sûr que non, bien sûr que non. L'argent coule à flot de ce côté-ci. Moi, je n'ai jamais entendu une association féministe s'émouvoir du fait qu'on viole des mamies chez elles. Hein, je ne les entends pas. D'ailleurs, on en a ici au Parlement européen aussi. Enfin, moi, j'ai assisté il y a pas très longtemps à une commission sur l'affaire du consentement dans le viol, parce que vous savez que ici, elles ont décidé que l'infraction de viol n'était pas bien calibrée et que il fallait introduire la notion d'absence de consentement. Non, mais comme si c'était pas le cas depuis 200 ans, en fait, que ce soit en France ou dans tous les pays européens. Mais je vous assure, alors moi j'ai participé à cette réunion en leur expliquant que moi dans ma vie j'en avais vu des violeurs et des violés. Voilà, et que je connaissais la procédure et que évidemment l'absence de consentement est inscrite dans la loi et évidemment elle est appréciée par le magistrat. J'avais à côté de moi une collègue allemande qui avait été policier, qui leur a expliqué aussi quelle était la réalité. Elles n'entendent pas. Enfin, on est dans un isolement sectaire, je n'hésite pas à le dire, qui fait que tout ce qui préoccupe la vie des femmes, de près ou de loin, dans le quotidien, vous voyez, le réel en fait, ne les regarde pas. Voilà. Elles courent après autre chose, je ne sais pas après quoi, mais on est dans la pensée parfaitement sectaire. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner de pas avoir de réaction des féministes quand on voit l'affaire de Pierre Géronimi, etc., etc., etc. Parce que aujourd'hui, moi, je vais vous le dire franchement. Bon, j'ai été juge d'instruction pendant des années. Je n'ai fait que du pénal dans ma carrière. Mais il se trouve que je suis aussi mère de famille. Bon, quand vous en êtes à avoir peur quand vos enfants sortent le samedi soir, parce que vous ne savez pas qui ils vont croiser, parce que vous ne savez pas dans quel guet-apens ils peuvent tomber, etc., etc. Et qu'en plus de ça, dans votre commune, on éteint la lumière, parce que on vous explique qu'après minuit, il faut être chez soi, et donc on rentre chez soi à la nuit noire, si vous voulez, vous comprenez bien que là, il y a un problème. Et moi, ce que j'ai vu comme professionnel correspond parfaitement à ce que les gens voient et à ce dont les gens ce que les gens ne peuvent plus accepter aujourd'hui. Oui, de toute façon, on est face à des symptômes évidemment très clairs. J'en parlais avec votre collègue Julie Rochagneux, qui est candidate pour la mairie de Bordeaux. J'ai une amie qui est bordelaise et à qui j'ai dit il y a quelques temps, enfin il y a quelques temps non, parce que j'essaie d'aller à la salle 3 fois par semaine depuis que j'ai mis et instauré mes bonnes résolutions. Mais à un moment, je lui envoie un message et je lui dis je peux pas te répondre tout de suite parce que je vais à la salle. Elle me dit, elle me répond et le message est absolument atroce. Bah moi j'aimerais bien y aller, mais j'ai trop peur parce qu'il fait nuit maintenant trop tôt et j'ai peur d'aller à la salle. Entre la maison et la salle, j'ai peur de me faire agresser. Dans quel monde sommes-nous pour qu'en 2026 une femme ne puisse pas aller faire ses activités sportives, vivre tout simplement parce que elle a peur de se faire agresser sur le chemin de la salle de sport? Non, mais interrogez toutes les femmes qui prennent le train dans la journée pour aller travailler et qui s'arrêtent à Gare du Nord. Enfin, c'est pas possible. D'ailleurs, on le voit dans leur posture. Elles cachent leur sac, elles ont des grands manteaux, etc. Cela n'est pas possible. Et ça, c'est un abandon de l'État. En fait, c'est un abandon de l'État. J'ai un peu plus de recul sur vous par rapport à mon âge, évidemment. Moi, je peux vous dire que quand j'avais votre âge, je ne vivais pas avec ces peurs.
Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui a changé. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est important de toujours le dire, tout ça est parfaitement objectivé par les chiffres délivrés par les institutions elles-mêmes, en fait. Mais par curiosité, de quel bord étaient les personnes qui parlaient du consentement dans le viol dans ces discussions? Alors, question où j'ai déjà certainement la réponse, mais dites-nous tout. Ah ben c'était des socialistes, des gens à gauche. Pourtant, ce sont des partis qui sont toujours à promouvoir le féminisme, l'entraide, l'inclusivité, le fait d'aider les femmes, etc. Oui, c'est ça. Et en fait, disons le fin mot de tout ça, c'est que quand on met le doigt sur les coupables qu'elles n'aiment pas, tout change, parce que les coupables qu'elles adorent, c'est les hommes blancs, cisgenres, comme elles les appellent, les grands monstres, les gros mots. Et d'ailleurs, elles ne tardent pas à le rappeler à chaque fois qu'il y a une agression sexuelle commise par un OQTF. Elles vont dire, ah oui, il y en a. Mais il y en a aussi de la part des Blancs en France, etc. D'accord, mais il y en a un qui est potentiellement évitable, l'autre qui est à réprimer et à condamner, parce que on va mettre cet argent pour condamner et punir un acte d'un Français. En revanche, une personne qui n'aurait pas dû être sur notre territoire, ce n'est pas la même chose. Je me souviens, et je pense que vous vous souvenez parfaitement des propos de Sandrine Rousseau, qui disait oui, mais en fait, je crois que c'était Sandrine Rousseau, si je dis pas de bêtises, qui expliquait que oui, mais effectivement, il est en France, il devrait pas l'être, mais dans tous les cas, c'est pas bien de déplacer le problème dans son propre pays parce qu'il aurait aussi violé des personnes dans son propre pays. Non mais tout cela n'est pas entendable, n'est pas recevable. Enfin, je pense que quiconque doué de raison et en contact avec le réel ne peut que rejeter ce type d'argument, évidemment. C'est même parfaitement méprisant, si vous voulez, pour le quotidien que les gens subissent, quand même. En vérité, ces gens-là n'ont jamais eu à apprendre à des parents que leur enfant venait de disparaître sous les coups d'un OQTF. Voilà, parce que s'ils l'avaient fait une fois, eh bien, ils se rendraient compte que il y a quelque chose de particulier dans la situation. Voilà. Moi, évidemment qu'il faut mettre. Alors, il y a un certain nombre, évidemment, de faits de délinquance qui sont issus des nationaux, naturellement. La question n'est pas là. La question, c'est comment on fait en sorte d'éviter un certain nombre de faits. Bon, eh ben. On commence par reconduire les OQTF. Aujourd'hui, on n'est même pas à 10% de reconduite. Ouais, moi, j'ai travaillé dans un CRA, j'étais juge des libertés et de la détention dans le plus grand CRA de France. Bon, je peux vous en parler. Les gens qui sont présentés dans le CRA sont, alors depuis 3 ans à peu près, les plus dangereux. Vous avez des casiers judiciaires que vous n'imaginez pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est un fait objectif. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais noté que plus ils étaient dangereux, plus les associations au CRA les protégeaient. D'ailleurs, bon, enfin, ça, c'est une observation tout à fait empirique. Mais vous êtes dans une situation où là, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Enfin, pour une société qui se respecte, j'ai envie de dire. Tout à fait, mais je pense que ces personnes qui sont à remettre en question le consentement et qui sont complètement déconnectées du réel devraient passer des petites journées de temps en temps, au moins une fois par semaine, dans des centres de rétention administrative. Moi, j'ai été dans un centre de rétention administrative à Marseille. J'ai compris, j'ai vraiment très rapidement compris, parce que à partir du moment où je n'ai pas pu rentrer parce que j'avais peur, parce que les regards que ces hommes portaient sur moi étaient étaient complètement déconnectés de l'humain, sans vouloir dire que c'était des animaux. J'ai jamais il faut pas parler comme ça. Il faut pas parler comme ça parce que alors c'est une ambiance qui est très particulière. Oui. Ce sont en grande majorité des hommes, même s'il y a quelques femmes, et évidemment ce sont des hommes enfermés depuis très longtemps et qui pour la plupart sortent d'un séjour en prison. Voilà. Donc, tout ça. Oui, il faut remettre dans le contexte également. Ouais. Et tout à fait. Pour autant, c'est vrai que j'ai pu tout de même discuter avec certains et ils étaient aussi dans le rejet de la société tout entière. Et ce qui était assez ironiquement amusant,
peut-être que vous avez aussi pu voir ce type de cas où en fait il parlait des associations qui étaient censées les aider et en fait ils ont tout à fait conscience que c'est on va dire de la poudre aux yeux. Donc il y a vraiment tout un système autour des centres de rétention administrative qui est exactement très intéressant à observer, et je pense que certaines personnes qui sont dans le déni devraient aller à leur rencontre et discuter avec eux pour voir que déjà ils sont pas bêtes, parce qu'ils comprennent parfois qu'ils sont utilisés à des fins politiques, mais au-delà de ça, ils savent très bien aussi comment eux aussi jeter de la poudre aux yeux, parler de leur maladie, de leurs symptômes, etc., du fait qu'ils sont pas bien dans leur peau, parce qu'en fait on leur apprend aussi parfois à dire les bons termes pour être le mieux traité possible. Donc c'est vrai que tous ces points-là sont extrêmement importants à prendre en considération, mais effectivement le premier palier à assurer, c'est leur reconduction. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Pascale Pierrat, que ces personnes ne sont pas reconduites chez elles? Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent cette situation. D'abord, si on s'élève un peu, il y a la question diplomatique, la question du rapport de force avec les États qui n'est plus engagé. Voilà. Si vous voulez, vous avez vu le cas de l'Algérie. On y va, on n'y va pas, on riposte pas, puis pour finir, on riposte de façon graduée. Mais bon, voilà, il se passe rien. Donc la question du rapport de force diplomatique est essentielle, et cette diplomatie, elle a été abandonnée. Il y a des mesures de rétorsion qui sont très importantes sur les visas, qui sont très importantes sur les transferts de fonds, sur les soins également, etc., etc. Tout ça n'est pas suffisamment enclenché. Je crois même pouvoir dire que tout cela n'est pas enclenché du tout. Donc, si vous n'avez pas une diplomatie digne de ce nom avec un rapport de force, les pays ne vous délivrent pas de laissez-passer. S'ils ne vous délivrent pas de laissez-passer, vous ne pouvez pas renvoyer les gens. Bon, ça c'est une grosse partie du problème. Après, vous avez à côté quand même des pays qui jouent le jeu. Moi, je l'ai vu. Il y a des pays qui donnent les laissez-passer rapidement. Mais là, vous avez une autre difficulté qui explique les libérations. C'est les nullités de procédure. C'est une matière à laquelle très peu de gens se frottent, parce que c'est une matière très très compliquée, qui est aux confins du droit pénal et du droit administratif, et qui inclut un certain nombre de règles européennes. C'est une matière très difficile, et il est vrai que une grande partie des rejets de prolongation qui conduisent à la libération des gens est due aux nullités qui sont constatées dans les procédures. Alors, elles sont constatées pour un certain nombre de raisons. Ce sont des procédures complexes à laquelle tous les policiers ne sont pas forcément aguerris. Il y a un manque de moyens également des policiers pour faire ces procédures. Enfin, vous voyez, il y a un tas de choses comme ça. Et puis, il y a ces associations qui sont là. Enfin, moi, je l'ai vu de près, qui sont financées à milliards. À la fin, et qui chapeautent les avocats pour sortir au juge un certain nombre d'arguments. Et il faut savoir que dans cette procédure, la particularité, c'est que autant d'arguments opposés à la procédure, autant de réponses imposées au juge. Donc le juge a très peu de temps pour faire face à une vingtaine d'arguments parfois. Voilà, parce qu'en plus c'est encadré par des délais. Bon, bref, toute cette complexité, elle est faite pour que les gens ne restent pas au centre de rétention. Comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Toute cette complexité, elle est faite pour que, à la fin, la rétention soit tout à fait l'exception. Donc vous avez des gens qui sont relâchés, qui font toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire, à qui on dit bon monsieur, vous sortez, mais vous faites toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et qui ne repartent jamais. Tout à fait, et sans parler effectivement, et la maman de Philippine, qui, je le rappelle, et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, quand on explique que les personnes qui parlent trop vite sont parfois sont souvent ceux qui n'ont pas eu à être confrontés à la réalité. La maman de Philippine a dû déterrer sa propre fille. À partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas plus violent comme rappel à la réalité. Donc effectivement, et elle avait mis aussi en réserve le fait que la loi Marlex, la proposition de loi Marlex avait été finalement censurée en août en plus, comme ça c'est un peu passé sous les radars, mais cette loi Marlex aurait dans le cas de Philippine permis de la garder en vie. Ça aurait pu être évitable, il aurait pu être expulsé.
cette loi devrait être remise vraiment en avant, cette proposition? En fait, il est vrai que les critères doivent être améliorés. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont été depuis. Moi, je me suis évidemment penchée sur l'affaire de Philippines et si vous voulez, c'était très compliqué parce qu'on était en 3e prolongation. Il fallait décider de la dernière prolongation ou pas, et le laissez-passer n'était pas arrivé. Et l'administration ne prouvait pas que le laissez-passer était en route. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc que faire? Que faire? C'est ça, on est face à Moi, je me suis trouvée des centaines de fois dans cette situation à me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut appliquer la loi strictement, pas de laisser passer, c'est la sortie, ou est-ce qu'il faut temporiser? Qu'est-ce que j'ai comme élément pour temporiser? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une lourde responsabilité concrètement. Il y a un autre sujet qui fait directement un lien aussi à ce système et parfois on va dire peut-être une déconnexion, mais vous allez nous donner votre regard là-dessus, sur les déclarations de l'avocat d'Abdel Hakim, Sefrioui. On va écouter tout de suite les propos de son avocat. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. C'est un article du Code pénal qui réprime ceci. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'encore une fois, ça va constituer les fondations de la défense. Réaction, Pascal Pierrat? Écoutez, moi, avant d'être juge, j'ai été avocat pendant 10 ans. Donc, je sais ce que signifie la liberté de parole quand on porte la robe. Voilà. Je sais ce que signifie le choix d'une défense. Bon. Comment croyez-vous que l'essentiel des gens reçoivent ces propos? Alors, j'ai lu une tribune de Michael Paty, là, dans Marianne, où elle expliquait très bien, en fait, à quel point elle trouvait cette argumentation abjecte. C'est choquant. Pourquoi? Parce que il n'y a plus qu'une étape avant de dire que ce qui lui est arrivé, il l'a cherché. Voilà. Et ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Qu'on fasse la vérité sur les conditions dans lesquelles les choses se sont faites, etc. Ça, c'est parfaitement normal. Enfin, je rappelle quand même que il y a jamais eu, il y a jamais eu comment dirais-je, beaucoup de gens ont étudié ce dossier. Il y a des livres qui sont parus. Le détail de ce dossier, c'est que la discrimination dont il parle là, elle a été inventée par une élève qui a prétendu être allée en cours et qui n'y était pas. Hein. Donc tout ça est basé sur un mensonge. Voilà. Alors peut-être espère-t-il, comment dirais-je, retourner la table en changeant radicalement de défense. Mais je vais vous dire, c'est extrêmement nuisible parce qu'en réalité, ça va mettre dans une position extraordinairement confortable, si ce n'est davantage que maintenant, les enseignants. En fait. Tout à fait. Voilà. C'est une mise en danger et en un mot aussi, il y a ce côté où on est face à une proposition de loi visant à classer les frères musulmans comme organisation terroriste. Est-ce que vous estimez que c'est potentiellement jouer un peu au jeu des frères musulmans que de voir l'islamophobie partout et presque de justifier, entre gros guillemets, le fait qu'il y ait des conséquences? Là, vous le voyez bien, de toute façon, c'est une matrice intellectuelle en réalité. Évidemment, pointer l'islamophobie partout, il en restera toujours quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui conduira à des exactions. Vous comprenez le système? Parce que, bon, il faut quand même en revenir à sa première phrase. La décapitation écrase tout. Enfin, pardon, mais la décapitation, elle dit tout de ce dossier, non? Elle dit tout de ce dossier. Elle écrase tout. Enfin, c'est pas un mode opératoire qui a été choisi au hasard, il me semble. Bon. Donc, voyez, là, on tombe et il va y avoir là un canal d'expression pour des idées qui vont choquer beaucoup de monde, je crois. Tout à fait.
Merci beaucoup, Pascale Pierrat, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale pour nous éclairer sur ces deux énormes sujets d'actualité qui font effectivement écho à notre situation actuelle en termes de politique, en termes aussi de juridique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 9h30